Ma mère a envoyé un message vocal. Tu es exclu de l'entreprise familiale. Attends un appel de notre avocat. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement répondu, compris. Puis j'ai vendu discrètement mes 40% de parts. 48 heures plus tard, 72 appels manqués. Mon frère me suppliant d'annuler. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. La notification est apparue sur l'écran de mon téléphone. Un petit numéro rouge sur l'icône du répondeur. C'était maman. Une vague de tension familiale m'a envahi. La classe qui semblait toujours accompagner ses appels. Même maintenant que je vivais à 2 états de distance et que j'avais construit une vie qu'elle semblait à peine reconnaître, j'ai pris une profonde inspiration, me disant que c'était probablement juste à propos des vacances ou peut-être qu'elle me demandait de vérifier à nouveau des papiers d'affaires. J'ai appuyé sur play. Sa voix, habituellement chaleureuse et lumineuse, était tranchante, formelle, dénuée de tout préambule. Alex, a-t-elle commencé, et l'absence de chéri ou d'affection était le premier choc. Ton père, ton frère et moi avons pris une décision concernant l'entreprise familiale. Nous avons décidé de restructurer. Avec effet immédiat. Tu es exclu de l'entreprise familiale. Nous avons décidé de racheter tes parts. Attends un appel de notre avocat. Le message s'est terminé. Le silence qui a suivi était absolu, assourdissant dans mon appartement tranquille. Ma main tremblait tellement que le téléphone a failli m'échapper des doigts. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac, se répandant comme de la glace dans ma poitrine. Ma poitrine s'est serrée, comme si quelqu'un avait enroulé du fil barbelé autour de mes poumons. J'ai fixé le mur. La couleur de peinture soigneusement choisie semblait soudain distante et insignifiante. L'entreprise familiale. L'entreprise pour laquelle j'avais saigné, pour laquelle j'avais fait des sacrifices, que j'avais maintenu à flot plus de fois que je ne pouvais les compter. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, bien que mes 40% de parts soient significatifs. C'était surtout ce que ces parts représentaient. C'était mon histoire, mon lien, le dernier fil fragile qui me rattachait à une famille qui ressemblait souvent plus à une corporation distante et exigeante qu'à une source d'amour et de soutien. Mon grand-père avait fondé l'entreprise, une petite usine de fabrication bâtie avec du travail acharné et une poignée de main. À sa mort, il l'a divisée. 40% pour papa, 20% pour maman, et 40% pour moi. Mon frère aîné, Marc, était encore jeune, tout juste entré à l'université, et grand-père avait dit que ma part était destinée à être ma fondation, ma place dans l'avenir de la famille, à condition que je sois prêt à travailler pour cela. Je l'étais. Je m'y suis plongé juste après le lycée, apprenant les comptes, les opérations, tout. Pendant que Marc partait obtenir un diplôme en gestion qu'il semblait rarement utiliser dans la réalité des affaires. Papa n'était pas intéressé par le quotidien. Maman a pris en charge la façade de l'entreprise, gérant les clients et le marketing, tandis que Marc a fini par glisser vers les opérations, charmant tout le monde, mais se salissant rarement les mains avec des détails comme l'inventaire. Dieu l'en préserve, la paix. Cela m'incombait. Oh, Alex s'occupe des chiffres, disait toujours maman. Dieu le bénisse. Il ne comprend pas vraiment les affaires ? Avec un geste affectueux mais dédaigneux de la main. Marc riait et ajoutait, ouais, Alex est notre comptable résident. Il garde les lumières allumées. Et je l'ai fait. J'ai gardé les lumières allumées. Quand le marché s'est effondré et que maman et Marc avaient dépensé trop pour une mise à jour tape à accent grave l'œil inutile, c'est ma part de 40% qui est devenue le fonds d'urgence de l'entreprise. J'ai retardé l'achat de ma première voiture, redirigeant l'argent vers des paiements urgents aux fournisseurs. J'ai cessé de rembourser mes prêts étudiants, envoyant ce que j'avais économisé pour la compte d'une maison pour couvrir la paie pendant les mois creux. J'ai liquidé des investissements faits avec l'argent de petits boulots d'enfance, juste pour m'assurer que l'entreprise n'irait pas à l'encontre d'un prêt. Mes 40% de parts semblaient moins un actif qu'une veine ouverte en permanence dont l'entreprise pouvait se nourrir lorsqu'elle avait besoin d'une transfusion. Cela ressemblait à une chaîne enroulée autour de mon avenir, me tirant en arrière chaque fois que j'essayais d'avancer. Je les tolérais parce qu'au fond, je désirais leur approbation. Je voulais qu'ils me voient non seulement comme le type qui résout les crises budgétaires, mais comme une partie vitale et respectée de la famille et de l'entreprise. J'y ai investi de l'argent et de l'espoir, croyant qu'un jour ils me verraient non seulement comme une tirelire,
mais comme un fils, un frère, un partenaire. Ce fut mon angle mort, croire que les liens du sang signifiaient une loyauté et une justice inconditionnelle, que mes efforts finiraient par compter à leurs yeux. Chaque dollar que j'envoyais était une supplication silencieuse, me vois-tu? Me valorises-tu? Avec le recul, les signes étaient toujours là. Être exclu des réunions stratégiques clés auxquelles Marc assistait, malgré son manque de compréhension financière. Des décisions prises qui affectaient directement les finances de l'entreprise, pour que je ne la prenne que lorsque les comptes ne correspondaient pas, le rejet désinvolte de mes suggestions par maman, toujours avec cette gentillesse condescendante, Marc parlant toujours plus fort que moi lors des discussions d'affaires pendant les réunions familiales, m'excluant physiquement des réunions avec papa ou maman. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait d'être systématiquement effacé de l'image, comme un visage oublié dans un vieil album photo. La confiance s'érodait lentement, douloureusement, mais je m'accrochais à l'espoir d'appartenir. Puis, le message vocal, tu es exclu. L'espoir s'est brisé. La douleur de l'acceptation s'est transformée en un œuf froid et dur dans ma gorge. Ce n'était pas seulement douloureux, c'était la trahison ultime de chaque sacrifice que j'avais fait. Je n'ai pas répondu immédiatement au message vocal. Je ne pouvais pas. Je suis resté assis là, les sons de mon appartement tranquille ou le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge amplifiant le silence laissé par ces mots. Ce n'est que le lendemain que j'ai commencé à le digérer. Le choc initial cédant la place à une douleur confuse. Pourquoi maintenant? Que avais-je fait? Puis, 3 semaines plus tard, la réponse est arrivée par le moyen le plus impersonnel imaginable. Je parcourais Facebook, voyant le mélange habituel de photos de vacances et de bébés, quand j'ai vu un post sur la page d'un groupe d'affaires local. C'était une photo, maman et Marc rayonnant, serrant la main d'un homme que je ne reconnaissais pas. La légende annonçait un nouveau partenariat majeur pour notre entreprise familiale, qui nous propulserait dans une nouvelle ère de croissance. C'était comme voir ma propre annonce de décès défiler parmi les photos de vacances et de bébés. Ils avaient signé un gros contrat, intégrant un nouveau partenaire, qui affecterait sans aucun doute la structure, les finances et l'avenir de l'entreprise dans laquelle j'avais une participation significative. Et je l'ai appris sur les réseaux sociaux. La trahison n'était pas seulement le message vocal, c'était l'indifférence totale, l'humiliation publique d'être traité comme si insignifiant qu'il ne s'était même pas donné la peine de m'informer directement. J'ai appelé maman. Elle a été désinvolte. Oh, oui. On avait l'intention de te le dire. Tout s'est passé si vite. Vite, maman? C'est un partenariat majeur. Ma part est affectée par ça. Pourquoi n'ai-je pas été impliqué? Pourquoi n'ai-je même pas été informé? Alex, a-t-elle soupiré, on ne pensait pas que tu avais besoin d'être impliqué. Tu n'es pas là tous les jours. C'était des affaires compliquées. On s'en est occupé. La gentillesse condescendante était de retour, mais maintenant elle faisait l'effet d'un couteau. Puis Marc est intervenu, sa voix désinvolte, arrogante. Ouais, mec. T'es juste le gars de l'argent. Laisse-nous gérer les vraies décisions. De toute façon, tu ne comprendrais pas, les mots ont frappé comme des coups physiques. Juste le gars de l'argent. La phrase qui m'avait toujours fait grimacer semblait maintenant résumer leur vision de moi. Tous mes sacrifices, toutes mes années à les maintenir à flot, réduits à une étiquette simpliste et insultante. La douleur initiale s'est transformée en une colère froide et dure. L'angle mort, l'espoir d'acceptation, ne s'est pas simplement évaporé, il a été violemment arraché. Je les ai vus clairement maintenant, non pas distraits ou involontairement blessants, mais délibérément m'excluant et me manquant de respect pour leur propre gain et commodité. Après cette conversation, je suis resté silencieux. Ils s'attendaient probablement à ce que je discute, que je supplie, que j'essaie de me frayer un chemin pour revenir. C'était l'ancien Alex, celui qui désirait leur approbation, mais cet Alex avait disparu. Le message vocal, suivi de la découverte sur Facebook et de leur explication désinvolte, avait fondamentalement changé quelque chose en moi. J'en avais fini de saigner pour des gens qui ne me voyaient pas comme un partenaire, un frère, un fils, mais simplement comme une ressource à exploiter et à jeter. Ils voulaient que je sois exclu. Très bien. Je ne me battrai pas pour leur combat, celui émotionnel et désordonné que je perdais toujours. Je me battrai pour le mien, à mes conditions, en utilisant précisément ce qu'ils pensaient me définir, les chiffres, la logique des affaires, la compréhension des finances qui leur faisait défaut. Le changement stratégique a commencé immédiatement. Je n'ai pas crié,
je n'ai pas envoyé de texto furieux. J'ai pris le téléphone et appelé un avocat, un juriste d'affaires perspicace que j'avais rencontré il y a des années par un contact. Je lui ai exposé la situation, ma propriété de 40%, mon historique de soutien financier, le nouveau partenariat non divulgué, le message vocal qui me mettait dehors, la menace de leur avocat. J'ai aussi mentionné, presque comme une réflexion après coup, les registres financiers détaillés que j'avais tenus au fil des ans, chaque transfert, chaque paiement que j'avais couvert, chaque prêt informel. L'intérêt de mon avocat s'est accru à la mention des registres. C'est crucial, Alex, a-t-il dit. La documentation change tout. Au cours des jours suivants, je suis devenu une machine. J'ai passé en revue d'anciens emails, des relevés bancaires, des dossiers physiques que j'avais encore. J'ai tout organisé, créant une chronologie claire et incontestable de mes contributions financières et de leur dépendance envers moi. J'ai également commencé à examiner les rapports d'affaires limités auxquels j'avais accès, les comparant aux déclarations publiques, essayant de comprendre la santé financière de l'entreprise avant ce nouveau partenariat. En faisant cela, j'ai commencé à remarquer des incohérences, de petites choses qui ne collaient pas, des indices de tension financière allant au-delà des baisses de marché. Ce n'était pas juste une mauvaise gestion, on aurait dit que quelque chose était activement dissimulé, ou l'avait été pendant un certain temps. Cela a renforcé les rebondissements ultérieurs. Le sentiment que le rat à me sortir et à intégrer un nouveau partenaire ne concernait pas seulement m'éliminer, mais aussi couvrir quelque chose, peut-être lié à des problèmes passés que j'avais aidé à résoudre sans le savoir. Avec ma documentation préparée et examinée par mon avocat, la voie à suivre était claire. Il voulait me racheter ? Très bien, mais il n'allait pas dicter le prix ni contrôler le récit. Mon avocat m'a expliqué que forcer un rachat nécessitait des processus légaux spécifiques, mais vendre mes parts à un tiers était souvent plus simple, surtout si l'accord opérationnel ne l'interdisait pas explicitement. Mon avocat avait des contacts dans le monde des affaires, y compris des investisseurs spécialisés dans l'acquisition de parts dans des entreprises privées, parfois celles avec des dynamiques familiales complexes ou des problèmes non divulgués. Nous avons trouvé une partie intéressée, un groupe de capital investissement. Ils étaient astucieux, concentrés uniquement sur les chiffres et le potentiel. J'ai présenté mon cas, soutenu par mes registres financiers méticuleusement organisés. Je n'ai pas dénigré ma famille, mais j'ai exposé les faits. Ma propriété de 40%, mon rôle de financier de facto, le nouveau partenariat dont je n'avais pas été informé, et la tentative ultérieure de ma famille de m'éliminer unilatéralement et de me racheter à un prix inférieur à la valeur marchande. Ma documentation suggérait fortement des problèmes financiers sous-jacents possibles, au-delà des défis commerciaux normaux. Le processus de diligence raisonnable de l'équipe d'investisseurs a été rapide et approfondi, bien plus que ce que ma famille n'avait probablement jamais anticipé ou fait elle-même. Ils ont examiné les livres officiels, mais aussi comparé avec mes registres indépendants des flux d'argent pour couvrir leur manque. Mes notes méticuleuses sur les crises financières passées que j'avais évitées ont soudain pris une nouvelle importance. Puis est venu le jour de la vente. Assis dans la salle de conférence stérile de l'avocat, signer les papiers semblait irréel. Pas de cris, pas de grandes déclarations, juste le grattement de mon stylo sur le papier, un son à peine audible, mais qui brisait tout ce qui s'était passé avant. J'ai vendu mes 40% de parts. La sensation n'était pas encore du triomphe. C'était un mélange lourd de tristesse pour le rêve perdu d'une véritable entreprise familiale, de peur de la réaction inconnue, et d'une satisfaction sombre d'avoir pris le contrôle. J'avais accepté leurs prémices, mais j'en avais dicté l'exécution. Mon dernier acte dans l'entreprise a été silencieux, délibéré et irréversible. Après la signature des documents et le dépôt sécurisé des fonds dans un compte séquestre géré par mon avocat, j'ai envoyé une réponse simple et concise au message vocal original de ma mère. Un seul mot, compris. C'était le message le plus silencieux, mais qui portait le sens le plus fort possible. Puis j'ai attendu. Les 48 heures suivantes ont été un silence tendu et angoissant. Je savais que l'équipe d'investisseurs se manifesterait, contacterait maman et Marc pour les informer du changement de propriété et commencer leur plongée approfondie dans les finances de l'entreprise. En tant que nouveau propriétaire de 40%, j'essayais de continuer ma vie, mais je vérifiais constamment mon téléphone. Chaque notification envoyait une décharge d'anxiété à travers moi. La tempête est arrivée le matin du deuxième jour. Mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Maman, la ligne professionnelle. Les appels manqués s'accumulaient, 10, 25, 50, 72. L'écran était un éclat constant de notifications.
Les messages textes arrivaient en masse, d'abord confus, puis rapidement frénétiques, accusateurs, et enfin désespérés. J'ai fini par répondre à un appel de Marc. Sa voix, habituellement empreinte d'une importance autoproclamée, était fine, stridente de panique. « Alex, qu'as-tu fait ? Tu dois arranger ça, s'il te plaît. Annule juste ça. » « Annuler, Marc ?» Ma voix était calme, presque anormalement. La vente, cet investisseur, ils ont tout gelé. Ils demandent tous les livres, vérifient tout. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé des problèmes. La révélation m'a frappé, claire et nette. La diligence raisonnable standard de l'investisseur, guidée par les indices de ma documentation et leur propre expertise, avait immédiatement mis au jour l'ampleur de la mauvaise gestion financière que je soupçonnais. Ce n'était pas juste une mauvaise gestion, c'était assez significatif pour qu'un nouveau propriétaire stoppe les opérations et exige une comptabilité complète. Ma sortie stratégique, combinée à leurs propres pratiques dissimulées, avait tout exposé. Le moment de la justice, ou du moins du règlement de compte, avait commencé. Ma vente silencieuse n'était pas seulement mon départ, c'était comme retirer la goupille d'une grenade qu'ils ne savaient pas que je tenais, chargée de preuves qu'ils m'avaient aidé à accumuler au fil des ans. Des problèmes, ai-je répété, laissant son panique flotter dans l'air. C'est leur droit, Marc. Ils possèdent maintenant 40%, comme moi avant. Mais maman a dit que tu étais dehors. Elle a envoyé le message vocal. On allait te racheter. Tu as dit que j'étais dehors, ai-je répondu, utilisant leurs mots exacts. Chaque phrase était un coup délibéré et silencieux. Tu as dit que je n'avais pas besoin d'être impliqué. Tu as dit que j'étais juste le gars de l'argent, et que vous gérez les vraies décisions. Je t'ai pris au sérieux. Je suis dehors. Vous gérez les vraies décisions maintenant. On dirait que le nouveau partenaire aussi. Sa supplication s'est transformée en une colère hachée, mais je n'ai pas écouté. J'ai raccroché. Les appels n'ont pas cessé immédiatement, mais mes réponses sont devenues plus courtes, plus froides, gérées principalement par mon avocat. Maman et Marc étaient en mode contrôle des dégâts, essayant d'abord de blâmer l'investisseur, puis moi, avant de sombrer dans la culpabilité. Leur désespoir était palpable, un contraste frappant avec leur arrogance précédente. Ils faisaient face à de graves conséquences. L'investisseur, avec sa participation et des preuves de mauvaise gestion, était désormais essentiellement aux commandes. Des batailles juridiques se profilaient, et l'entreprise était en danger, peut-être confrontée à la faillite ou à une vente forcée sous de nouvelles conditions. À mesure que les répercussions légales et financières se déroulaient, la vérité plus profonde derrière la mauvaise gestion a commencé à émerger. Ce n'étaient pas juste des erreurs récentes. Mes registres méticuleusement tenus, combinés à l'audit professionnel des investisseurs, ont révélé un schéma de décisions financières douteuses et de dettes cachées remontant à avant le partenariat, mais exacerbé par celui-ci. Il s'est avéré qu'un trou financier passé important, que j'avais aidé à combler sans le savoir avec mon propre argent il y a des années, était plus profond que je ne le pensais. Maman et Marc avaient lutté pour le cacher, cherchant désespérément un nouveau partenaire pour injecter de l'argent sans révéler la situation complète. Le nouveau partenaire avait probablement été promis un bilan financier plus propre qu'il n'en existait, et la découverte par l'investisseur a tout fait exploser. Ce n'était pas juste une mauvaise gestion, c'était une tromperie à long terme, partiellement masquée par mes constantes aides financières. Peut-être que cela était même lié à une promesse rompue concernant la valeur future de mes 40% de parts. Peut-être qu'ils savaient toujours que l'entreprise avait ses problèmes sous-jacents, et que ma part ne valait pas ce que grand-père avait prévu ou ce qu'il m'avait fait croire. La source de la preuve claire venait de ma documentation, de l'expertise de l'auditeur, et peut-être même d'une information discrète d'un employé de longue date loyal envers moi ou fatigué des pratiques de maman et Marc, un allié inattendu qui voyait ce qui se préparait et savait que mes registres étaient la clé. L'effet domino social a été douloureux, mais aussi révélateur. Certains parents ont cru la version de maman et Marc selon laquelle j'étais un fils cruel et avide qui les avait abandonnés. D'autres, surtout ceux qui avaient vu mes années de soutien silencieux ou entendu des rumeurs sur les problèmes de l'entreprise, ont offert un soutien hésitant ou sont simplement restés silencieux, se distançant du drame. Mon véritable réseau de soutien s'est clarifié, mon avocat, professionnel mais également sincèrement préoccupé, et des amis hors de la famille qui ont validé mes sentiments et mes actions. Ils m'ont rappelé que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est le respect, la confiance et le soin mutuel. Ils étaient ma nouvelle définition de la famille. Mon chemin de guérison a été long et non linéaire.
L'adrénaline s'est dissipée, laissant place à une profonde tristesse. Pas seulement pour la perte de ma part dans l'entreprise, mais pour la perte de l'idée de la famille que j'avais tant désirée. Il y a eu des moments de colère, des moments de doute, mais ils étaient toujours contrebalancés par le souvenir du message vocal, de la photo sur Facebook, des mots de Marc, et de la preuve froide de leur tromperie. J'ai appris que parfois, la chose la plus courageuse à faire n'est pas de se battre pour une place où l'on n'a pas sa place, mais de se protéger et de s'éloigner. J'ai établi des limites strictes. Je n'acceptais plus d'appels sauf s'ils étaient planifiés. La communication passait par mon avocat, et je refusais de discuter de l'entreprise ou du passé. C'était difficile, surtout avec maman, mais nécessaire pour ma santé mentale et ma récupération. J'ai dû accepter que la relation que je voulais avec eux était impossible. Les leçons sont gravées en moi maintenant. L'importance vitale des limites, même avec la famille, la différence entre l'obligation et l'amour sain, le pouvoir du respect de soi et de s'éloigner des situations toxiques, la force trouvée dans la vérité et dans le fait de posséder son histoire. J'ai aussi appris que être le gars de l'argent n'était pas une faiblesse ou juste une étiquette. C'était une compétence qui m'a finalement donné le pouvoir de me protéger et de révéler la vérité. J'ai perdu une entreprise et peut-être une certaine idée de la famille. Les cicatrices restent, des rappels du coup. Ma relation avec maman et Marc est fracturée, peut-être irréparable au sens conventionnel, mais j'ai gagné ma liberté, mon respect de moi, et une vision plus claire de qui je suis et de qui est ma véritable famille, les gens qui me valorisent, pas seulement ce que je peux faire pour eux. Le poids que je ne réalisais même pas porter depuis des décennies s'est soudain levé, laissant une douleur, mais aussi une incroyable légèreté. Signer ces papiers n'était pas juste rompre un lien commercial, c'était signer ma propre déclaration d'indépendance. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour l'histoire de ma famille, mais c'était le début de la mienne. C'était douloureux, c'était désordonné. Mais en regardant en arrière, debout ici sur mon propre terrain, ferme sous mes pieds pour la première fois, je sais que j'ai fait le seul choix possible. Parfois, les limites les plus difficiles que vous posez sont avec les personnes que vous aimez le plus. Qu'auriez-vous fait ?